Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'À ciel ouvert. Aujourd'hui, on va se pencher sur la question de l'anxiété et la dépression. Et je vais vous parler de Andrew Stocklin, Jarrell Wilson et mon histoire personnelle. Chrétien et dépressif, est-ce un oxymore? Isabelle va nous parler de comment un médecin interniste en est venu à étudier de très près le sujet de l'anxiété et la dépression. Et finalement, Joël, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement des méthodes naturelles ou est-ce que c'est seulement les médicaments qui sont notre seul espoir dans ces cas-là? Alors, bonne écoute. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Bienvenue encore une fois à la nouvelle émission d'À ciel ouvert et je suis encore une fois entouré de mes précieux collaborateurs Isabelle Grondin-Atwood et Joël Tremblay. Bonjour. Allô. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on se penche encore sur un sujet d'un angle et d'un regard spirituel, puis on va parler de l'anxiété et de la dépression. C'est un sujet, je pense, qui nous est cher à tous autour de la table, parce qu'on a, d'une manière ou d'une autre, on est comme un peu impliqué dans ce sujet-là, soit parce qu'on travaille avec des gens qui en souffrent, ou soit parce qu'on a vécu ça nous-mêmes ou dans notre entourage. Donc, ça va être probablement une émission qui va être un peu teintée de nos expériences personnelles, mais tout en restant objectif avec le sujet et la question, c'est sûr. Puis moi, je lance la question aujourd'hui parce que, tu vois, le sujet d'anxiété et dépression, j'élargis ça, moi, à même plus loin, on va dire stress, burn-out, sont des choses qu'on entend souvent, moi, depuis longtemps. Avant de commencer d'entendre parler d'anxiété et dépression, moi, étant plus jeune, j'entendais plus souvent le mot burn-out. Je sais que c'est pas la même chose, mais que quand même, c'est des mots qu'on pourrait dire qui sont parfois reliés. Puis moi, je vous lance la question à savoir, c'est quoi votre plus vieux souvenir, vous, dans votre vie, de quand vous avez comme rencontré ça, ces mots-là? Anxiété, dépression, burn-out, stress au sens où on n'est pas bien à cause de ça. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que ça remonte à loin? Est-ce que c'est plutôt récent? Puis c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce que c'était vous-même? Ben pour moi, j'étais quand même assez jeune. J'ai quelqu'un dans mon entourage, ma mère, je me le partage souvent, même quand je fais avec des amis, des ateliers, des gens. Ma mère souffrait de dépression. J'étais quand même assez jeune, mais je peux pas dire qu'il parlait beaucoup du mot dépression, mais elle disait des fois « je suis dépressive ». Mais on dirait que ça m'avait pas tellement frappé parce que je me disais « c'était relié surtout à son accident d'automobile ». Parce qu'on dirait que chez ma mère, que sa personnalité, un peu tout a changé quand elle a eu un accident d'automobile, commotion cérébrale, coma pendant un bon petit bout. Puis j'avais l'impression que ça arrivait à des gens comme ça, mais que c'était rare. Puis peut-être que, c'est sûr que j'étais jeune, je me suis pas posé la question, mais je pensais pas que ça m'arriverait jamais à moi. Je m'étais trompé parce qu'en 2003, j'ai fait une dépression situationnelle. Là, ma situation, ce que je vivais, l'endroit où j'étais, le travail, un peu tout, j'aimais pas rien là, de tout ce qui se passait. J'étais bien frustré. Puis on dirait que c'est là que ça m'a frappé. À un moment donné, je me suis dit, hey, ça m'arrive à moi. On dirait qu'avant ça, je pensais que ça arrivait juste dans des cas rares à des gens qui avaient été atteints d'accidents. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que tu faisais dans ta tête que c'était probablement quelque chose qui était vraiment relié aux accidents? Peut-être. Puis, c'est ça. Puis même, je pense, j'oserais dire qu'en grandissant, je me disais plutôt que c'est pour les gens qui sont plus faibles ou peut-être malades ou pas en bonne santé. Je pensais pas que ça m'arriverait à moi. C'est bizarre, hein, tu sais, mais puis éventuellement, mes yeux sont ouverts, tu sais, parce que c'est clair que même quand on lit dans la Bible, même quand on regarde alentour de nous, des grands hommes, des grandes femmes, des gens qui semblaient très forts, solides, ont souffert de dépression, sont sortis, d'autres pas, mais donc il n'y a personne qui est à l'abri, tu sais. Non, exactement. De ton côté, Isabelle? Il y a plein de réponses qui me viennent en tête parce que c'est sûr que moi... J'avais un oncle qui s'est suicidé quand j'étais assez jeune. Fait que je me souviens que ma mère a reçu l'appel, c'était son frère à elle, à ma maman. Fait que ça avait comme bouleversé un peu la famille. C'était comme le premier
cas de suicide qui étaient proches de moi. Puis quand on parle suicide, on parle souvent justement de dépression. Lui, c'était une suite à un accident de travail qui avait des douleurs insurmontables. Tu sais, il y avait comme une jambe toute arrachée sur un accident de moto. Puis la douleur était insupportable. Tu sais. Fait que, il avait décidé finalement de se soulager en prenant sa vie. Tu sais. Mais moi, c'est juste tout récemment que j'ai réalisé que même moi, enfant, j'ai probablement souffert d'anxiété, mais j'avais jamais vraiment mis le mot dessus. Mais moi, ça a été un changement d'école. J'étais une fille, comme je disais peut-être dans d'autres émissions, c'est très famille, j'avais besoin des gens qui m'entouraient. Tu sais, j'étais peut-être un petit peu insécure face à l'inconnu, tout ça. Puis en 6e année, j'avais changé d'école. Mes parents, on avait déménagé, la famille. Puis moi, malheureusement, je devais changer d'école. Puis toutes mes amies restaient à la même école, que j'avais fait de ma maternelle à la 5e année. Tout le monde était à la même école. Puis moi, toute seule, j'avais déménagé. Puis là, j'arrivais dans une grande école. Pour ta 6e? Pour ma 6e année. Pour ma dernière année du primaire. Aïe, aïe, hein? Fait que là, je me suis rendu compte que j'avais des maux de ventre avant d'aller à l'école le matin. Ou, tu sais, mais j'en parlais pas parce que même moi, je comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis c'est vraiment juste des années plus tard, même je te dirais récemment, que j'ai appris que je disais, wow, peut-être que c'était de l'anxiété que je faisais parce qu'aujourd'hui, je me considère pas nécessairement comme une personne anxieuse, mais je dirais que c'est peut-être la première fois où moi, j'ai fait, wow, là, je suis pas bien, je vis une situation très stressante. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas bien, là. Je me souviens que ça avait été difficile cette année-là, puis ça avait été quand même assez long. Pourtant, je m'étais fait des amis rapidement, c'est pas ça, mais je me sentais pas bien dans ce nouvel environnement-là, tu sais. Ouais. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai souffert. Pareil, j'ai eu beaucoup de changements quand j'étais plus jeune, puis de maux de ventre terribles, des crampes. Des fois, ça me paralysait complètement. J'avais des activités avec des jeunes ou des amis, il fallait que je m'isole dans une chambre, dans un coin, me coucher. Puis c'est juste plus vieux que je me disais, hey, j'avais de la difficulté à gérer mon stress, tu sais. Puis on dirait qu'en vieillissant, ça s'est amélioré beaucoup. Ouais. Mais quand on est plus jeune, tu sais, il n'y a pas d'étiquette comme ça. En tout cas, dans mon temps, il n'y avait pas personne qui avait mis une étiquette là-dessus. Non, là, tu sais. c'est ça. Tu disais, calme-toi les nerfs, tu sais. Non, exact. Mais c'est drôle parce que ma professeure de 6e année, je me souviens, je pense qu'elle a remarqué quelque chose parce qu'à un moment donné, elle avait laissé une petite carte dans mon pupitre. OK. Puis j'étais allée me cacher dans la chambre de bain pour la lire. Puis ça m'avait fait pleurer. Parce que c'était comme une lettre pour que je me sente à l'aise dans sa classe. Puis elle m'avait comme souligné des qualités. Puis elle avait juste fini en lisant « Laisse-toi donc aimer ». Puis ça m'avait tellement touchée. Je me disais « Pourquoi qu'elle m'écrit ça? » Puis elle me l'avait pas... Peut-être qu'elle voulait pas m'embarrasser devant tout le monde. Non, je la sentais pas. Mais j'avais trouvé ça vraiment gentil qu'elle m'écrive cette petite note-là parce que, écoute, juste en parlant, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent parce que j'avais gagné, moi, le prix du Club Optimiste. OK. Il y avait des prix, peut-être que toi, t'es dans l'enseignement, ça existe encore, je sais pas, mais dans ce temps-là, il y avait un prix du Club Optimiste qui remettait un élève à chaque année. Puis je sais pas si c'est elle qui m'avait nominée, ou je me souviens pas d'avoir voté pour un élève. Tu sais, c'est comme vraiment flou dans ma tête, mais je me souviens d'avoir gagné. Mais je l'avais pas dit à mes parents. Ouais. Fait qu'au souper, parce que il y avait comme un gala, mais là, c'était dans le temps où ma famille, mes parents étaient dans leur nouveau cheminement spirituel aussi. Puis là, je savais que ça conviendrait pas, qu'ils iraient probablement pas à cette soirée-là pour différentes raisons. Puis tout ça, fait que je leur avais même pas dit que j'avais gagné le trophée du Club Optimiste puis tout ça. Fait que là, on savait pas que tu avais été nommé non. On savait de l'année. On savait comment tu avais dit ça, que tu étais une idéaliste, une optimiste, on l'apprend. On vient d'en apprendre. Fait que j'avais gagné cette année-là, puis je me disais, j'étais tellement gênée que je me disais, je pourrais jamais aller là, je pourrais jamais supporter le fait d'aller là, puis d'avoir à me lever, puis prendre le trophée. Si je dis à mes parents en plus que j'ai gagné, peut-être qu'ils vont me forcer à y aller. En tout cas, j'ai rien dit. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Lundi matin, je suis arrivée à mon bureau, puis la professeure, elle avait mis mon trophée sur mon pupitre, puis elle m'avait dit, mais t'es pas venue au souper du gala. Puis je me souviens pas quelle excuse j'y ai donnée, mais quand je repense à ça, aujourd'hui, je me dis, hey, c'était vraiment de l'anxiété que je faisais. Oui. Mais
Ouais, mais qui en fait pas un peu, là, tu sais, Dans ce temps-là, allant en avant, là, tu sais, sur l'estrade où je suis pas trop devant tout le monde. Puis une personne timide, c'est ma nouvelle école. Tu sais, je sais pas, je me suis sentie comme peut-être un peu dépassée par les événements. Puis je me dis, crime, c'était poche quand même. Puis je n'ai pas l'avoir dit à mes parents. Hey, il me semble que je cachais rien à ma mère, surtout, tu sais, mais non, ça avait comme passé incognito. Je devais être arrivée de l'école. Oh man, by the way, j'ai gagné ça. Tu sais, puis... Ben, tu vois, c'est drôle que tu parles de l'école parce que moi, mon plus vieux souvenir de tout ce qui est anxiété, dépression, déprime, moi, c'est burn-out. Okay. Puis c'était les profs. Ah ouais, les profs que je voyais. Des fois, on avait un remplaçant. Puis là, tu sens ça qu'on disait « Ah, il est parti en burn-out. » L'autre est parti en burn-out. Ouais, puis en étant des adolescents pas toujours 100 watts, nous autres, c'était quasiment comme si on venait de recevoir une nouvelle étoile sur notre chemise. Là, ouais, on l'a eu celle-là, tu sais. On l'a mis à terre. Exact. Puis, c'est arrivé, je me souviens, à plusieurs reprises. Peut-être pas, c'était pas toujours mon prof ou mes profs, mais que dans l'école, il y en a un qui est parti, il y a un nouveau. Puis quand t'étais un jeune, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi pour t'énerver un peu, tu sais. Dire, il y a un nouveau prof, un suppléant, puis tout ça. Puis l'autre est parti en burn-out. On l'a vraiment fait capoter, tu sais. On rit, mais c'est pas drôle. Non, c'est ça, tu sais, c'est ça, exact, c'est pas drôle. Puis, mais c'est mon plus vieux souvenir. Puis moi, à ce moment-là, j'avais pas nécessairement l'empathie très, très développée, peut-être à cause d'un petit peu la pression des pairs, puis tout le monde trouve ça drôle, fait qu'on va trouver ça drôle nous autres aussi. Maintenant, c'est sûr, je me mets dans la peau d'un prof parce que je suis dans cette peau-là, en réalité, puis je me dis, tu sais, c'est pas drôle parce que je sais qu'à quel point l'anxiété peut frapper chez des enseignants comme dans n'importe quelle profession, et puis à quel point c'est pas drôle. Puis donc ça, c'est mon plus vieux souvenir quant à ça, tu sais. Mais pour mesurer tout l'impact puis tout ce que ça veut dire, je pense que c'est vraiment récemment que je l'ai réalisé parce que, disons, on dit dépression, on dit anxiété, déprime, puis tout ça, pour bien des gens, c'est pas une vraie maladie. Tu sais, c'est juste que, regarde, à un moment donné, la vie, c'est dur, là. OK? Puis nous autres aussi, moi aussi, je l'ai dur, la vie. Fait que, retrousse tes manches, puis travaille. Donne-toi un coup de pied, puis avance. Puis avance. C'est ça. Regarde. Puis maintenant, je sais que c'est pas du tout la réalité parce que comme tu l'as dit, Joël, toi-même, mais moi, c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé. J'ai souffert de 2 dépressions dans les 5-6 dernières années. Ben, en fait, dans les 7 dernières années. Il y en a une qui remonte à il y a 7 ou 8 ans, puis l'autre qui remonte à peu près 2 ans et demi. Puis, après avoir été dans un séminaire sur remonter l'anxiété et la dépression, là, j'ai réellement compris que c'était un problème de santé. Là. C'était un problème de santé, c'est comme une maladie, c'est vraiment quelque chose, c'est pas imaginaire. Donc, on n'était pas des malades imaginaires. Puis, là où, tu sais, il y a déjà un tabou face à ça dans la société. Oui, encore, oui. Tu sais, on n'en parle pas vraiment énormément. Puis, tu sais, là, nous, on est chrétiens, je suis chrétien également. Puis, on dirait que c'est un peu quasiment doublement pire. Ouais. Parce que c'est comme si un chrétien, normalement, tu sais, ça devrait être content, devrait être heureux, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que dépressif et chrétien, c'est un oxymore? Oxymore, c'est un mot, là, pour ceux qui écoutent peut-être que l'on pas entendu souvent ce mot-là, ça veut dire un mot que c'est 2 mots collés qui vont pas ensemble du tout. Genre de l'eau sèche, de la neige chaude. La crème glacée chaude. De la crème glacée chaude. Mon grand-père la sortait souvent, celle-là. J'ai envie de dire de la poutine santé. 2 mots qui collent pas ensemble. Fait qu'on dirait un chrétien dépressif. Tu sais, c'est drôle. Est-ce que réellement c'est quelque chose qui est possible? Puis tu sais, il y en a même qui vont pousser ça, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai côtoyé des gens dans le séminaire que j'ai participé qui, eux autres, avaient de l'anxiété. Peut-être qu'il y en a d'autres qui avaient de la dépression. Puis il y en a d'autres qui étaient chrétiens aussi, là où j'étais. Puis il y en a qui voulaient vraiment pas en parler. Déjà que c'est pas facile d'en parler dans la société en général, mais elle, c'est que elle s'était fait des fois dire que c'est parce qu'elle priait pas assez. Puis parce que peut-être elle manquait de foi. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment pas ça que tu as besoin d'entendre, surtout quand tu es dans cette position-là. Puis pourquoi je vous parle de Jared Wilson puis de Andrew Stocklin? Puis ceux qui veulent googler ça, vous le ferez, là, Andrew Stocklin et Jared Wilson, mais c'est très triste quand même comme histoire. Ce sont 2 pasteurs aux États-Unis qui avaient à peu près entre 30 et 35 ans les 2 et qui avaient une position dans une église là, en tant que pasteur. Et les 2 se sont enlevés la vie parce qu'ils souffraient d'anxiété et de dépression. Et ces 2 personnes-là avaient
comme on pourrait peut-être le dire, la vie de rêve pour bien des gens. C'était 2 beaux bonhommes avec une belle femme, des beaux enfants. Écoute, avec une église qui a beaucoup de monde qui va à cette église-là, puis il y a une position dans cette église et tout ça. Et pourtant, ils n'allaient pas bien au niveau de leur santé mentale. Donc, comment est-ce que ça se fait tout ça? Comment est-ce que c'est possible? T'sais? Puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai réalisé à travers le séminaire que j'ai fait, puis on va en reparler plus tard un peu, de tout ce qui est naturel, puis de peut-être quelques causes, mais j'ai réalisé qu'une chose qui est très, très intéressante, c'est que le lobe frontal, c'est quelque chose qui est très impliqué dans beaucoup de cas de dépression, puis probablement même d'anxiété, parce que s'il n'est pas en très bonne santé, ça peut nous nuire à bien des égards. Okay? Puis j'avais appris aussi que c'était là que le centre de la moralité et de la spiritualité se trouvait. Et de la volonté. Et de la volonté. Exactement. Tellement important de le mentionner. Puis moi, comprenant maintenant ces aspects-là, je me disais, OK, là, moi, ma spiritualité, quand j'ai surmonté la dépression grâce à tous les outils que j'ai été chercher, j'ai en même temps expérimenté un réveil au niveau de ma spiritualité. Puis, pendant les époques sombres, j'avais pas vraiment envie de rien faire. Puis j'avais pas vraiment envie d'aller chercher de l'aide. Puis, fait que dans le fond, t'es comme un petit peu, tu vois tout en gris, puis à quoi bon? C'est un peu ça l'état d'esprit, t'sais, à quoi bon, de toute façon. T'sais? Puis c'est sûr que il y a des très belles promesses dans la Bible. Sauf que si t'as pas tant le désir d'aller lire des promesses bibliques, puis que tu les regardes vraiment avec ce toi qui est même pas capable d'analyser, de réfléchir correctement, ça peut difficilement avoir un effet sur toi. C'est un peu comme ça que je l'expérimentais. Puis ça, je jette pas la pierre à quiconque. C'est parce qu'on est dans un monde où parfois notre vie spirituelle peut malheureusement prendre le bord, même si fondamentalement on sait qu'on est chrétien. Puis en dehors de ça, il y a donc bien d'autres choses qui sont capitales pour la santé d'un individu. Je m'explique. Il n'y a jamais personne qui dirait à quelqu'un tu souffres de diabète, ben c'est parce que tu manques de foi puis que tu pries pas assez. Il n'y a personne qui va jamais dire ça. Non. Et pourtant, on va peut-être le dire dans d'autres contextes, comme on vient de le dire au niveau de la santé mentale. Parce qu'on se dit comme c'est séparé. La santé physique, c'est normal, c'est quelque chose qu'on entend pas mal plus parler, puis que c'est pas tellement tabou en réalité. Le monde ne se cacheront pas de leur maladie physique, là. OK? Puis ça va être à la limite quelque chose qui peut t'attirer de l'empathie. En revanche, la santé mentale va souvent ne pas t'attirer de l'empathie. Et alors, ça rend ça encore plus dur, je pense, et encore plus compliqué. Donc, on va pouvoir se pencher sur la question bientôt aussi avec le docteur Nedley qui a fouillé ça un peu, parce qu'on se dit, il y a quelque chose à faire, là, il y a quelque chose, là. On a des êtres humains qui croient en Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais qui vont pas bien. OK? Puis moi, j'étais un prof d'éducation physique et à la santé, et pourtant, je ne faisais pas tant attention que ça à mon mode de vie, parce que physiquement puis visuellement, personnellement, j'étais un homme qui avait l'air en santé. Sauf que ma santé mentale, elle est copée à l'intérieur. On a tous déjà pris ça, tu sais, un fruit de l'extérieur qui est super beau, puis là, tu le coupes en dedans, il est pas bon. OK? Fait que moi, c'était un peu ça où je me retrouvais en réalité. C'est que de l'extérieur, moi, je faisais pas attention réellement à mon style de vie. Je faisais pas réellement attention à ma spiritualité, un peu à ces choses-là. Parce que extérieurement, ça avait l'air bien beau. Mais quand j'ai réalisé que ce que je faisais et mon style de vie, moi, c'était beaucoup relié à ça parce qu'il y a différents types de dépression, comme tu l'as dit. Ça peut être relié au mode de vie. Puis il y en a plusieurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est situationnel. Il y a 4 ou 5 facteurs. 4 ou 5 facteurs. Exact. La dépression s'installe parce que notre corps est résilient, tu sais. Mais c'est parce qu'on n'est pas capable de mesurer. Au niveau physique, on
on a la capacité de mesurer ou on comprend peut-être mieux le fonctionnement de ces maladies-là. Mais pendant des années, on ne comprenait pas le fonctionnement des maladies mentales, puis on n'était pas capable de les mesurer. Mais maintenant, on en sait un peu plus, peut-être pas encore assez, mais on est capable de mesurer, on est capable de voir même que le lobe frontal va pas bien. Il y a moins d'activité. Les neurotransmetteurs vont pas bien, des équilibres chimiques. Fait que tu sais, c'est pas dans la tête d'une personne, c'est pas juste dans ses idées, c'est vraiment physiquement réel dans son cerveau. Ça va pas bien. On souffre de dépression, on est capable de le mesurer maintenant. Puis je pense qu'on va en apprendre davantage, puis on étudie, puis on comprend, tu sais. Mais c'est peut-être pour ça que pendant les années, on dit, bah, c'est dans sa tête, c'est pas des vraies maladies. Tu sais. C'est ça. Exactement. Donc, un peu, moi, pour mettre la table de l'émission aujourd'hui, c'est un peu ce que je voulais amener, parce qu'en méditation, à la fin, je vais essayer de donner un peu de courage à ceux qui peuvent passer à travers la même chose que moi j'ai vécu, mais en même temps, c'est de montrer que on n'est pas à l'abri parce qu'on est chrétien à la base, parce que j'aime ça utiliser le mot holistique quand on parle que c'est un ensemble. Ouais. C'est un ensemble, puis on peut pas isoler quelque chose. Dieu nous a fait d'une manière où tout doit fonctionner en harmonie. Ouais. Fait qu'on peut pas isoler notre vie spirituelle de du restant de notre vie. Ça communique tout ensemble, tout ça. Donc, puis pour terminer, puis avant de t'envoyer la parole, dans le fond, Isabelle, c'est que moi, dans le fond, je voyais ces pasteurs-là, puis je m'identifiais à eux à cause que je ressemble à eux, même s'il y en a qui voient des photos, là, c'est des grands blonds avec des lunettes, là, tu sais. Juste une question, est-ce que ces gens-là, est-ce que ces deux hommes-là se connaissaient ou c'est deux cas complètement Non, je pense pas qu'ils se connaissaient nécessairement parce que c'est pas au même endroit aux États-Unis. Okay. C'est à deux endroits différents. Puis, personnellement, qu'est-ce qui m'a poussé à aller chercher de l'aide, c'était pas pour moi-même, parce que moi, ça allait mal, puis c'était de même. Là, regarde, là, c'est que dans un livre que j'avais lu, à moitié lu, je devrais dire, dans ma première dépression, qui s'appelle La dépression au masculin, de Dr. Archibald, si je ne me trompe pas. Ouais. Il disait là-dedans que des fois, on ne trouve pas la motivation pour aller chercher de l'aide pour soi-même, mais qu'on peut trouver des fois cette motivation-là dans les gens qu'on aime autour de nous. Ouais. Puis moi, et j'ai encore une belle famille avec des enfants, des jeunes enfants, puis je réalisais à quel point j'étais pas du tout le père que je devrais ou que je pourrais être pour mes enfants. Et j'étais probablement pas le mari non plus que je pourrais être pour ma femme. Parce que, écoute, les excès de colère, un petit peu le côté amorphe, pas envie de faire rien. Tu sais. Donc, quand je me suis rappelé ça, j'ai vu une annonce qui parlait du séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression. C'est là que j'ai dit, bon, je m'en vais chercher de l'aide. On va chercher de l'aide. Si je le fais pas pour moi, je vais le faire pour mes enfants. Puis c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Et maintenant, je lance la parole à Isabelle parce que là où je suis allé, c'était un séminaire qui était fondé justement sur le livre Surmonter l'anxiété et la dépression, qui a été élaboré, écrit, je sais pas comment le dire, par le docteur Neil Nedley. Puis tu vas nous en parler. C'est ça. Ben, en fait, le docteur Nedley, c'est premièrement un chrétien. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même cet aspect-là aussi dont tu viens nous parler dans son programme. En fait, c'est un médecin interniste, lui, en fait, qui est spécialisé en gastro-entérologie. Fait que c'est pas un psychologue, c'est pas un psychiatre, c'est pas une personne qui était spécialisée vraiment dans le domaine de la santé mentale. Mais lui, ce qui lui est arrivé, c'est que il a découvert dans sa pratique que beaucoup, je te dirais même la majorité des patients qui venaient le voir avaient des symptômes de dépression, puis que souvent, les symptômes pour lesquels ils consultaient, dans le fond, avaient souvent leur racine au niveau de la santé mentale. Puis lui, je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous décrire de quelle façon exactement il se rendrait compte de ça, mais il s'est rendu compte justement dans sa pratique. Puis lui, en fait, en plus, c'est que il y avait la spécialité des cas difficiles, comme on dit, dans le fond. Si les gens avaient un autre médecin de famille, mais que ce médecin-là n'arrivait pas justement à diagnostiquer tout ça, ben, il était référé au Dr. Nedley. Puis lui avait le défi de trouver c'était quoi le bobo chez la personne, de les diagnostiquer. Donc, ça lui a demandé vraiment beaucoup de se pencher sur les causes. Puis
On sait que souvent, les problèmes aussi de santé mentale vont, comme on disait tantôt, l'anxiété, tout ça, vont créer des espèces de maux de ventre, tout ça. Fait que c'est un peu là que moi, je m'explique le lien aussi, peut-être le fait qu'il soit gastro-entérologue aussi, c'est que souvent, ces problèmes-là sont liés aussi aux problèmes digestifs, au système digestif, tout ça. Donc, c'est ça. Puis, il s'est penché sur le sujet. Il a découvert énormément de liens, justement, entre les symptômes que ces patients avaient, puis toutes sortes de causes de dépression. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Il remontait à la source. Hein, oui, c'est ça. Il voulait remonter aux causes. Puis, je pense que, je sais pas si peut-être tu t'en souviens, je sais 100 ou 200 causes, en tout cas, qu'il y avait comme une centaine qui étaient allés chercher. Puis que lui, il les a comme regroupés en 10 facteurs prédispositionnels qu'il appelle de dépression. Donc, il a découvert qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient affecter justement la santé mentale, puis il les a nommées. Juste peut-être pour en nommer quelques-unes, il y a la génétique, le développement, le mode de vie, le rythme circadien, tout ça. Puis il explique que, pas si tu en as une ou deux, mais si tu as 4 ou 5 de ces facteurs prédispositionnels-là, ben, tu peux ou tu es probablement en dépression, puis que ça peut être justement la cause de plusieurs problèmes physiques et sociaux et toutes sortes de problèmes qu'on rencontre quand on a l'anxiété et la dépression. Donc, comment est-ce que moi, j'en suis arrivée à connaître ce médecin-là? C'est que justement, quand moi, j'ai vécu, je disais à d'autres moments, quand ma maman s'est enlevée la vie, puis j'ai, moi, été en recherche de comprendre justement ce qu'est la dépression et l'anxiété, bien, je remercie le Seigneur d'avoir rencontré cet homme-là. Mm-hmm. Puis, lui, il nous a donné la permission de, justement, traduire et imprimer, éditer ces livres-là, puis les rendre disponibles. Fait que c'est vraiment quelque chose qui... Puisque tu le dis, juste pour le mentionner rapidement maintenant, mieuxvivre.org, oui, si vous écoutez, pour avoir plus d'informations sur le livre dont Isabelle parle en ce moment, c'est le mieuxvivre.org. Ce qui est merveilleux de ce programme-là, justement, c'est que c'est hyper pratique. Ça nous aide à comprendre ce qu'est la dépression, mais au-delà de ça, au-delà de la connaissance intellectuelle, c'est qu'il nous donne énormément d'outils. Comme tu disais, on ne peut pas séparer l'être humain. Il y a comme 4 facettes qu'on a dit plusieurs fois, mais qui sont indissociables. Il faut vraiment en prendre compte dans toutes les situations, incluant celle de la santé mentale. Donc, c'est vraiment bien dans ce programme-là, c'est ça. C'est qu'il nous donne toutes sortes d'outils, d'aller boire de l'eau, à aller prendre une marche, c'est ça, prendre du temps en famille, à s'occuper de son lobe frontal, toutes sortes de choses qu'il nous donne. Puis, on peut commencer à se sentir bien rapidement après avoir intégré 1 ou 2 ou 3 de ces choses-là dans notre quotidien. Et pour les sceptiques de ce monde, il explique aussi qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça fait l'effet que ça fait. Ouais, ça, j'ai tellement trouvé ça génial. Là. Parce que moi, j'étais toujours un gars sceptique, puis des fois, on me donnait des conseils dans la vie en général pour mettons, régler un rhume, ces choses-là. Puis des fois, c'était des choses que je trouvais farfelues, à la limite. Ouais. Puis moi, si je comprenais pas la mécanique derrière, les chances que je le fasse, c'était pas tellement grande. Ouais, c'est ça. Et que j'aimais ça, ce côté-là, par rapport au Oui, tu as raison, parce que c'est sûr que ça demande quand même peut-être un peu plus d'effort que tout simplement prendre un comprimé d'antidépresseur. Puis je veux pas dire que c'est pas la chose à faire, puis même que Dr. Nedley dit que pour un certain temps, pour certaines personnes, c'est même nécessaire. Mais il nous amène un peu plus loin par rapport à ça. Il nous donne plus de pistes que je dirais peut-être un peu plus durables même par rapport à la gestion de l'anxiété et de la dépression, parce qu'il faut se le dire, écoute, c'est pas... On parle de ça aujourd'hui, pas seulement parce qu'on l'a vécu nous, mais parce que c'est un problème à échelle mondiale énormément important. Écoute, ça coûte énormément cher aujourd'hui, tous les congés de maladie causés par la dépression, toutes les recherches qui sont faites, tous les manques de productivité, n'importe quoi, il y a probablement d'autres idées qui vous viennent à l'esprit, mais c'est vraiment quelque chose qui coûte extrêmement cher
à la société aujourd'hui, mais qui coûte cher en vie aussi. Le taux de suicide n'arrête pas d'augmenter. La dépression touche de plus en plus de jeunes, de plus en plus jeunes. Ouais. Mais puis, c'est Élie dans la Bible qui, justement, à un moment donné, il en avait assez. Ben oui, ouais, tout à fait. Puis, parce qu'on parle justement d'hommes chrétiens, puis lui, à un moment donné, il a dit non, moi, là, regarde, c'est trop pour moi. Ouais, je veux en finir. Il voulait venir une expérience il y avait une avec le Seigneur forte. extraordinaire de miracles. Puis on peut se dire, mais comment est-ce qu'après avant, on aurait dit, OK, bon, ben là, ça y a pris un petit boost, puis là, il a vécu ça. Mais c'est après avoir vécu ça même que ça lui est arrivé. Puis tu sais, Chani, moi, comme je disais, ma mère était chrétienne aussi au moment où elle s'est enlevée la vie. Puis, tu sais, quand on recevait la famille, les amis, les connaissances au salon funéraire, plusieurs personnes m'ont dit, de sa communauté chrétienne, m'ont dit, tu sais, je comprends ta mère, moi aussi j'ai déjà pensé ou ça m'est déjà arrivé. Puis des fois, j'aurais pas pensé que la personne qui venait de me dire ça, tu sais, de l'extérieur, j'aurais jamais su ou j'aurais jamais pu imaginer que cette personne-là, parce que justement, ça peut être une femme de pasteur ou une responsable du ministère des femmes dans son église, ou des femmes qui étaient des femmes ou des hommes qui avaient justement des positions. On se serait pas douté du tout. Non, c'est ça. Puis même ma mère, je pourrais dire, Chani, ma mère, écoute, elle n'a jamais été diagnostiquée d'une femme qui souffrait de dépression. Ma mère, c'était une personne qui semblait heureuse. Même à moi qui était proche d'elle, j'aurais pas pu. Bon, je sais que moi, passer par une petite passe plus difficile, mais qui passe pas par des passes plus difficiles, j'aurais jamais pensé ma mère capable de faire quelque chose comme ça. Tu sais, si tu m'avais dit que ça serait arrivé, j'aurais dit, oh non, trouve-en un autre, là. J'aurais pas pensé ça. Tu comprends? Mais je pense que c'est important qu'on le dise parce que il y a comment qu'on dit ça, le préjugé est tellement fort que là, on a nommé Élie dans la Bible, qui a eu un épisode, puis finalement, il s'est pas enlevé la vie, là. Il est allé faire une sieste, manger, les choses se sont placées par la suite. Et il y en a d'autres, là, Saül, Salomon, ils sont David a vécu des moments. David, ce sont des Job, ce sont des personnages qui sont très, prominents, de grands personnages dans la Bible. Alors, écoute, on n'est pas plus à l'abri qu'eux l'ont été, là. Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis je pense qu'on le dira jamais assez, c'est aux gens qui en souffrent. Premièrement, je pense que ma mère, je pense qu'elle serait même surprise elle-même. C'est de la façon que je m'imagine parce que ça s'est passé subitement, puis on l'a pas vu venir. Puis je sais pas si elle-même savait qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'elle. J'aime à penser que ça l'a comme surprise elle aussi, parce que je m'imagine, je sais pas, tu sais, les mères, ça veut protéger, puis ça veut pas qu'on s'inquiète, puis j'aime à penser que peut-être qu'elle n'a pas parlé ou qu'elle n'est pas allée chercher de l'aide parce qu'elle sentait pas son désespoir ou son désarroi, ou je pense qu'elle pensait elle-même être capable de s'en sortir, ou que c'était pas aussi aigu sérieux, son affaire, puis tout d'un coup, elle a comme perdu le contrôle, puis ça s'est éteint là. Mais je pense que c'est des millions de personnes, probablement. Quand on dit que c'est comme plus que 400 millions de personnes, c'est du monde. C'est plein de monde. Puis même nous, avant qu'on ait vécu une dépression situationnelle ou majeure, peu importe, probablement qu'avant, on n'avait pas lu le livre en question, on n'avait pas fait le cours, on n'était pas averti, on ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Là, si ça nous arrive ou si on s'en va vers une autre dépression, on le sait, on voit. Exactement. On voit, on est conscient de ce qui se passe, puis tu sais, il y a toutes sortes de liens. Puis quand même, tout à l'heure, tu mentionnais ça du Dr. Nedley, je n'avais jamais réalisé, mais tu vois, quand lui a écrit ce livre-là, il y a plusieurs années, là, on ne connaissait même pas le lien entre la microbiote, le système nerveux qu'il y avait alentour du système digestif, puis tout ça. Puis là, maintenant, lui, plus tard, là, on fait les liens entre la gastro-entérologie puis la dépression, parce que tout ça est relié. C'est le deuxième cerveau. Oui, tu sais. Fait que c'est quand même remarquable, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des millions de gens qui souffrent de ça, puis la plupart même ne sont pas diagnostiqués, ils ne savent pas. Il y a au-dessus de puis encore là, la plupart du temps, les gens, ils viennent, puis c'est là, vu que ça fait des années qu'on fait des ateliers, puis on travaille avec des gens, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui savent.
Allez sur l'Internet, on dit, moi, j'ai les 9 symptômes, je suis dépression majeure, tu sais, les symptômes. C'est quoi les 9 symptômes? Tristesse, apathie, sentiment de vide, de désespoir, désintéressement, des choses qu'on aimait faire, perte d'appétit ou gain d'appétit ou perte de poids. Bon, il y a des gens qui disent, j'ai connu un symptôme, mais je fais quoi? Bien, ça ne s'arrête pas des symptômes, il faudrait trouver des causes. Puis c'est intéressant dans le programme du Dr. Nedley, c'est qu'il aborde les prédispositions, il énumère les 10 catégories, puis il nous montre à quel point sur les 10, il y en a 8 qui sont faciles à corriger. C'est des choses qu'on peut faire. Puis, fait que, tu sais, moi, quand je l'ai parlé des méthodes naturelles, c'est oui, c'est ça. OK, c'est vrai que puis Dr. Nedley, lui, il a dit, idéalement, une personne devrait prendre un antidépresseur ou un médicament pour régler peut-être un déséquilibre chimique parce que oui, il peut en avoir un. Ça peut avoir été causé par des substances comme des drogues ou ça peut juste avoir été causé par le mode de vie. Idéalement, ce médicament-là devrait être utilisé 6 mois à 1 an. Mais dans une méthode, dans un milieu idéal, la personne devrait entrer dans un programme ou faire un programme comme ça pour se sortir de la dépression. À l'intérieur de 6 mois à 1 an, plus besoin des substances chimiques, mais les gens seraient outillés, équipés. C'est ça qui est merveilleux parce que dans le programme du Dr. Nedley, tu te retrouves avec une centaine d'outils. C'est comme une boîte à outils, c'est plein, c'est full, c'est tous des remèdes naturels. Puis ça peut juste aider ta santé mentale, ta santé physique, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle. Puis plein d'affaires ne sont jamais abordées. Fait que, tu sais, parce qu'en réalité, c'est pas ça qui se passe. La personne qui va recevoir un antidépresseur dans un système bondé et surchargé comme on est, on n'a pas les moyens, malheureusement, de l'inscrire dans une démarche de remise sur pied. Donc, ça devient comme simplement... non seulement, on n'a pas les moyens, on dit « Prends une pilule, va-t'en chez vous ». Toutes les statistiques nous disent, puis même la médecine le dit, que 50% des gens qui prennent un antidépresseur ne vont pas vraiment mieux. Puis 25 à 30% disent que ça n'a rien changé. Fait que là, tu te dis, c'est pas un succès total. Là. Non, c'est ça. Alors, on sait que c'est pas ça la solution à long terme. Alors, on ne dit pas aux gens d'arrêter le médicament, mais on dit, trouvez un programme, prenez ces outils-là, puis vous allez vous rendre compte que peut-être que votre vie va changer tout à coup parce que vous allez dire, wow, j'avais besoin des vrais outils, des méthodes naturelles. Il y en a plein. On parlait du rythme circadien. Des fois, le rythme circadien est tout déréglé. Puis c'est simple. Si on trouve la méthode pour utiliser la lumière du soleil, la luminothérapie ou aller à l'extérieur, on peut régler le rythme circadien qui est tout déréglé. Fait que 2 méthodes, la lumière du soleil, c'est l'exposition à la lumière, puis les heures du coucher de repas. On peut régler. Puis souvent, les gens qui sont de dépression, d'anxiété, le cycle est inversé. Ils vivent de nuit, ils vivent tout croche. Tu sais? Oui. Méthode simple, facile, ça peut juste améliorer la santé. Les 2 catégories qui sont pratiquement jamais abordées, l'alimentation puis le lobe frontal. Toi, tu nous as parlé du lobe frontal. La plupart des gens disent, c'est quoi ça, le lobe frontal? Ou bien on dit des fois le cortex cérébral. C'est pas ça, moi, je n'ai pas de ça. Hey, l'être humain, là, 33% de notre cerveau, c'est le lobe frontal. Ça sert à quoi? Moralité, spiritualité, discernement, volonté. Tu dis, wow! Fait que quand ça ne marche pas, cette affaire-là, là, tu peux même parler des choses spirituelles ou monter des belles choses à quelqu'un. Il fait, de quoi tu parles? Son lobe frontal va pas bien. Il n'a même pas envie de chercher de l'aide. On comprend pourquoi quand on souffre de dépression, on n'a même pas envie, on n'a plus de volonté. Le lobe frontal fonctionne pratiquement pas, tu sais. Puis là, souvent, quand on se rend compte de ça, en plus, on dit, on prend un cours de même, puis on fait, mais merde, je mange tout croche. Je mange pas pantoute ce que j'ai besoin de manger. Les neurotransmetteurs vont pas bien, mais là, il faut que tu manges des légumes verts pour avoir assez d'acide folique. Il faut que tu manges des paquets de graines pour avoir assez de tryptophane, pour être capable d'avoir les neurotransmetteurs. C'est full de remèdes naturels, de méthodes naturelles qui ont démontré, qui ont fait leurs preuves, là, qui ont été démontrées dans la littérature scientifique. Fait que, tu sais, c'est un programme... Quand tu veux dire méthode naturelle, je veux juste m'assurer que les gens qui nous écoutent ne pensent pas que on va leur demander d'aller s'acheter des vitamines ou des suppléments. Non, c'est ça. C'est juste ça qu'on va dire quand on dit, mais c'est ça, c'est le mode de vie, dans le fond. C'est ça, c'est des méthodes autres que les médicaments, mettons. C'est ça. Boire de l'eau, faire de l'exercice. Boire de l'eau, faire de l'exercice, c'est puissant, c'est extraordinaire. Puis chacune de ces bonnes habitudes-là, avec une autre habitude, éventuellement, ça a une synergie extraordinaire. Puis les gens vont se sentir mieux que se sont jamais sentis pendant des années parce que juste le médicament, ça aide pas nécessairement tout le monde. Puis il y a plein de monde qui s'enlève la vie, puis qui s'enlèvent pas la vie, mais qui ont envie de mourir, puis ils prennent des médicaments.
Fait que tu dis, mais là, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de Oui, autre c'est ça. chose, Parce que on regarde toujours le même principe de dire est-ce qu'on veut juste est-ce qu'on veut juste faire snooze sur le symptôme c'est ça. ou est-ce qu'on veut régler le problème qui était à la cause de c'est ça. C'est vraiment la grande question. Ma première dépression, quand j'étais allé voir le psychiatre, j'avais commencé à faire du sport plus à ce moment-là pour me sentir mieux. C'était ma soupape depuis toujours parce que j'étais un ancien athlète. Puis je me sentais mieux. Puis j'ai dit, finalement, j'ai pas pris j'ai pris des antidépresseurs en réalité pendant 1 journée et demie. J'ai pris la première journée. J'ai dormi tellement paf, là, j'ai pas tellement apprécié comment que j'ai dormi d'une manière... je sais pas comment le décrire. Là, synthétique. Comme si oui, synthétique. J'ai l'impression qu'on m'avait mis à off pendant 12 heures puis qu'on m'avait remis à on le lendemain. Ah ouais. Fait que je trouvais ça bizarre. Puis là, j'ai dit non, j'aime pas ça. Mais ça, c'est mon histoire personnelle. Hein. Chaque personne, si vous écoutez, vous avez une prescription par votre médecin, vous continuez. C'est vraiment... Moi, j'ai dit non, mais là, je vais me sevrer. Fait que la deuxième journée, j'ai pris une demi à la place. Probablement que c'était pas nécessaire parce que ça faisait vraiment rien. Pas longtemps, mais... Moi, j'ai déjà entendu ça quelque part. Non, le principe était bon, c'est ça. C'est ça. Quand j'avais dit ça, il avait souri déjà par terre de mon sevrage. Puis il avait dit qu'effectivement, c'est une des façons de traiter la dépression, l'activité physique, mais que malheureusement, la plupart des gens ne sont pas... ils n'ont pas la volonté pour le faire ou qui sont pas nécessairement en condition pour commencer ça. Fait que en réalité, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il m'en a pas parlé. Il m'a tout de suite triste quand même, hein? envoyé. Ouais. Mais il était très gentil, tout ça. C'est vraiment pas comme de jeter la pierre à quiconque, mais de prendre conscience de tout ce qu'on vient de dire. Puis que... C'est ça. Puis une autre affaire que moi, je trouve vraiment triste, là, c'est que on est dans une société, puis il y en a plein d'autres, de sociétés comme la nôtre, où on encourage les gens à utiliser des substances qui n'amènent rien de bon. Puis, c'est plate à dire, mais l'alcool s'est mis sur un piédestal. Tu sais, on met l'alcool à tous les événements. Au Québec, on aime bien l'alcool, la drogue, un petit peu de mari, un petit peu de cannabis, un petit peu de différentes choses. Puis, on banalise souvent beaucoup trop ces choses-là parce que, malheureusement, lorsqu'on utilise ces substances-là une fois ou deux ou trois, c'est peut-être une chose, mais quand on les utilise plusieurs fois, on retombe souvent à ces substances-là quand on a des problèmes, on souffre d'anxiété, de dépression, mais ça peut littéralement créer un déséquilibre chimique dans notre cerveau. Et finalement, ces substances-là ne nous aideront jamais. Puis il y a plein de gens qui se sont jamais fait dire que lorsqu'on souffre d'anxiété, de dépression, on a toutes sortes de problèmes comme ça, on devrait éviter ces substances-là parce qu'elles affectent le lobe frontal. C'est le premier organe qui est affecté, c'est le lobe frontal. Fait que, tu sais, les gens, quand ils viennent, ils prennent un programme comme ça, ils lisent un livre comme ça, ils font « Wow, j'ai jamais entendu parler de ça. » Non, c'est ça. Personne ne m'a jamais dit ça. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on veut, tu sais. C'est un programme extraordinaire. Dr. Nedley a fait un travail extraordinaire pour rassembler toutes ces informations-là parce qu'il voyait puis il savait qu'il devait trouver des solutions durables pour que ses patients se sentent mieux, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut. Je pense qu'on a tous vécu ça un petit peu à certains niveaux, puis on s'est rendu compte de quelle importance ça avait. On est c'est un fléau. Plein de gens souffrent d'anxiété, de dépression, puis la plupart des gens ne se sont pas fait dire la vérité à ce sujet-là, ne se sont pas fait dire qu'il y a des méthodes, ils peuvent s'en sortir, c'est possible d'en guérir, puis d'aller super bien. Puis même après ça, d'être capable d'en aider d'autres. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on se dit dans le fond. On veut que notre société aille mieux, on veut que les gens soient heureux, puis il faut pas se cacher, il faut se dire la vérité. Tu sais. Donc, je veux dire maintenant, avant de diriger vers la méditation, parce que déjà, le temps passe tellement vite, parce que je sens que nous autres, on pourrait rester jusqu'à demain matin puis continuer de parler de ce sujet-là assez facilement. Ah, vraiment. On va manquer de temps pour aller plus en profondeur, mais l'idée, c'est de vraiment sensibiliser les gens puis à comprendre que ça peut toucher tout le monde. Et puis, j'aimerais aussi rappeler que l'information dont on a parlé aujourd'hui, vous pouvez aller la retrouver sur le site mieuxvivre.org. Vous allez pouvoir voir là le livre ainsi que le cahier d'exercices Surmonter l'anxiété et la dépression qui a été écrit par Neil Nedley, le docteur aux États-Unis, qui a été traduit par Mieux Vivre et les éditions Mieux Vivre. Donc, c'est au mieuxvivre.org que vous pouvez trouver toutes ces informations-là extraordinaires. Et maintenant, j'aimerais ça quand même m'adresser encore une fois au niveau du spirituel de la chose. Parce que il y a une des choses que j'ai expérimentées personnellement quand j'ai guéri de surmonter l'anxiété et la dépression, c'est ce réveil spirituel que j'ai vécu, qui était extraordinaire. Et quand on est aux prises avec un cerveau qui fonctionne pas bien, qu'on n'est pas capable de réfléchir correctement,
on finit par adopter toutes sortes de comportements qui, des fois, vont même pas en lien avec nos valeurs personnelles. On peut développer des dépendances. On peut développer toutes sortes de mécanismes qui sont malheureusement néfastes pour nous autres. Et tout ça, ça vient contribuer à ce qu'on ait plus d'intérêt pour les choses spirituelles. Et quand j'ai, moi, entrepris ma démarche, c'était réellement pour redevenir ou devenir une personne qui allait pouvoir bien prendre soin de sa famille. Mais j'ai tellement eu de bénéfices. OK, des fois, on dit, là, dans les guerres, on dit des dommages collatéraux. OK, mais là, ça, c'était l'inverse. C'était des bénéfices collatéraux. J'allais là pour simplement une chose, puis j'ai retrouvé tout le reste qui était autour. Donc, je me retrouvais au départ, être un peu comme Adam et Ève qui se cachent de la voix de Dieu dans le fond du jardin. Pas intéressé, même à la limite, je ne veux pas me faire trouver. Et à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai recommencé à prendre le goût à la vie, premièrement, et à rechercher les choses spirituelles. Donc, il y a un passage dans la Bible qui dit que Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Et puis ça, on ne parle pas d'abondance matérielle. En anglais, ils disent d'une façon qui dit que vous ayez la vie, que you have it to the full, que vous expérimentiez la vie abondamment. Et c'est un peu de ça que j'ai commencé à goûter, de dire « Wow, je savais pas que ça avait toute cette saveur-là, je savais pas que ça sentait aussi bon, puis je savais pas que tout ça, c'était aussi beau. » Et de la personne qui se cachait dans le fin fond du jardin, de dire « Moi, là, je veux même pas que Dieu me regarde dans l'état où je suis, parce que je suis pitoyable. » Je suis devenu un peu comme Jacob, puis qui luttait pour obtenir une bénédiction de Dieu. De dire, j'en veux, maintenant j'en mange, je veux du spirituel. Et quand je racontais mon histoire à un ami à moi, il dit, on t'appellera plus Shani, on va t'appeler Israël. Et c'est mon histoire personnelle. Puis, quand on a parlé également de la volonté, j'avais parlé avec un autre ami, puis on se disait ça, on se dit, ouais, mais c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. J'ai dit, oui, mais je pense qu'il faut se pencher plus sur ce verset-là. Parce que des fois, on peut trouver toutes sortes de versets pour essayer un peu de s'excuser au lieu de pouvoir avancer. Et il y a une autre version qui dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, mais pas selon son bon plaisir. Il y a un autre verset qui dit, parce que moi, j'avais l'impression, selon son bon plaisir, ça voulait dire si Dieu, ça y tente. OK? Si ça y tente, il va me donner de la volonté, puis si ça y tente pas, il m'en donnera pas. Puis si j'ai pas de volonté, c'est parce que Dieu, ça y tente pas, fait que c'est quand même pas de ma faute, en réalité, si je suis dans la situation où je me trouve. Dans d'autres versions disaient que Dieu peut donner le vouloir et le faire selon son plan bienveillant. Et quand on replonge dans un autre passage de la Bible, Jérémie 29, verset 13, il dit... verset 11, excusez. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc, le plan bienveillant de Dieu, c'est qu'on ait un avenir et de l'espérance. C'est ça son plan bienveillant. Donc, si Dieu veut qu'on ait un avenir et de l'espérance, ça veut dire qu'il veut qu'on ait le vouloir et le faire. Puis ça, la seule chose qui nous empêche en réalité de l'avoir, hormis la situation qu'on se trouve peut-être au niveau mental, mais s'il y a une prière qu'on peut exercer, c'est que le Seigneur nous dit que si on lui demande, il va nous donner les bonnes choses qui sont bonnes pour nous. Donc, si moi, je vous encourage, après avoir vécu l'expérience que j'ai vécue, à travers tout ça, s'il y a une prière que je ferais peut-être pour m'aider dans mon processus, c'est de dire, Seigneur, je veux que tu me donnes le vouloir. Donne-moi la volonté pour aller me sortir de l'état où je me trouve en ce moment. Parce que le Seigneur, il veut nous la donner, cette volonté-là. C'est selon son plan bienveillant qu'il y a pour vous et qu'il y avait pour moi. Donc, c'est ma prière pour vous et c'est encore ma prière pour moi. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois pour une autre émission d'À ciel ouvert. Et on vous répète que vous pouvez retrouver la page de l'émission sur le versjesus.org. Et encore une fois, on va mettre là des liens de ces différents livres dont on a parlé aujourd'hui.
Et on aurait pu continuer encore longtemps à parler de ce sujet-là, mais on espère que vous allez quand même aller visiter les sites et les liens. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les médias sociaux. En recherchant Vers Jésus, vous devriez trouver la page de l'émission. Et encore une fois, merci beaucoup Isabelle. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Joël. C'était plaisir. Et moi-même, Chani, à l'animation, on est content d'avoir été avec vous et on vous dit à la prochaine pour une autre émission d'Aciel Ouvert. À bientôt. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.